Django and Jude in Northampton, Massachusetts, with a friend of mine from France, a specialist in musette, Monsieur Jean-Claude Loda. Merci. Merci à toi. And for those of you who do not speak French, I will make subtitles so you can understand. We're going to talk about the history of French accordion. Alors on va parler du bal musette. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette histoire, de comment déjà ton parcours et d'où vient cette musique, voilà. D'accord. Eh bien, comment j'en suis arrivé là? Déjà, moi, je suis né à Paris, dans un quartier, j'étais un peu prédestiné, puisque j'habitais dans le quartier de la Bastille. J'habitais à 2 pas, j'habitais rue d'Aval, qui se trouve juste à côté de la rue de Lappe. La rue de Lappe, c'était la rue où il y avait tous les bals musettes, dans les années 30-40. Et il y avait également un grand magasin de musique qui s'appelait Paul Becher, avec une école d'accordéon. Et mon papa était accordéoniste amateur, il jouait un petit peu d'accordéon diatonique. Et quand j'ai eu l'âge de 6 ans, il m'a acheté mon premier accordéon chromatique. D'ailleurs, il a dû vendre le sien pour pouvoir m'acheter le mien, parce que l'accordéon c'est toujours un instrument qui coûte cher, puisqu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a de nombreuses pièces, donc ça coûte relativement cher à fabriquer. Et à 6 ans, donc, j'ai appris l'accordéon dans l'école de musique Paul Becher, l'école d'accordéon, qui était tenue par Étienne Lorrain. Étienne Lorrain, qui était un accordéoniste qui avait beaucoup travaillé avec un chanteur et un comédien célèbre en France qui s'appelait Bourvil. Et il a composé pas mal de chansons pour Bourvil, il était très aimé avec Bourvil. Bourvil qui était également accordéoniste, pour la petite histoire, c'était un accordéoniste. Voilà. Et donc j'ai appris dans le quartier de la Bastille l'accordéon, on va dire, traditionnel parisien, avec une méthode qui était la méthode Ferrero, qui était un accordéoniste aussi des années 30-40, une méthode très, très technique. Et j'ai découvert à l'adolescence, complètement, pas un peu par hasard, puisque cette musique n'était plus du tout jouée, pas du tout à la mode, parce que je suis né en 63, donc c'était dans le milieu des années 70.
j'ai découvert les valses de Privas par des partitions. Je travaillais seul chez moi et je trouvais ça génial, je trouvais que c'était très beau. Mais dans ces années-là, je ne connaissais pas la fameuse histoire de la complicité et des musiciens manouches et des accordéonistes qui ont créé ce style qu'on appelle le swing musette. Mais il faut te dire que dans les années 70-80, pratiquement plus personne n'écoutait du jazz manouche. Et de la même façon, l'accordéon était complètement délaissé et personne n'écoutait. En fait, quelle est la différence entre le bal musette et le swing musette, comme tu disais? Le bal musette, c'était donc un lieu essentiellement pour danser, avec un répertoire qui n'était pas que fait de valses musettes. Il y avait beaucoup de valses, bien sûr, mais il y avait aussi des danses un peu latines, des boléros, des tangos, des choses comme ça, des passo dobles pour faire danser les gens. Et le swing musette, en revanche, était beaucoup plus orienté jazz, c'est-à-dire avec des swings. Et ce sont les guitaristes qui influençaient les accordéonistes, les guitaristes qui étaient tous tombés sous l'influence de Django Reinhardt et qui ont insufflé ce swing. Et on va dire que c'était plus une musique à écouter qu'à danser, puisque ça se jouait plutôt dans les clubs de jazz. Et voilà, la différence, c'est qu'au niveau du répertoire, ce qu'on appelle swing musette, c'est essentiellement des valses swing et puis du swing des quatre temps. Voilà. D'accord. En fait, comment est-ce qu'on appelle cette musique alors par exemple, indifférence, flambée On peut dire que c'est du swing musette, hein, mais dans la mesure où ce sont des valses qui sont teintées d'accords de swing et qui sont accompagnées par des guitaristes qui jouent sur la guitare comme Django, c'est-à-dire des guitares avec pan coupé, avec les cordes d'acier, et c'est la même esthétique musicale, c'est le même son qu'on entend derrière. Et en fait, quand Django, lui, il accompagnait les chanteurs et les accordéonistes, c'était quelle musique en fait? Alors lui, c'était avant son accident, hein, ouais. C'était parce qu'il jouait plutôt du banjo dans ces années-là. Il était donc au banjo, il était tout jeune, il accompagnait les accordéonistes, mais il n'avait pas encore découvert le jazz, et puis il n'avait pas eu son accident. Et lorsqu'il découvre le jazz dans les années 30, alors je ne vais pas dire de bêtises, au début des années 30, je pense, ou fin des années 20, mais je dis peut-être des bêtises, donc il faudra vérifier. L'histoire dit que c'est à Toulon, chez Savitri, le peintre, qui lui fait écouter un 78 tours de Louis Armstrong, et la légende dit que lorsqu'il a écouté ce disque, Django s'est mis à pleurer. Il s'est tenu la tête et il s'est mis à pleurer tellement il était ému par cette musique. Et après son accident, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, pendant de longs mois où il était alité, il s'est mis à la guitare parce que la guitare était aussi plus légère et plus facile à manipuler pour pouvoir faire sa rééducation. Et c'est là qu'il s'est mis à la guitare. Mais en fait, la question c'était plutôt, avant le jazz, c'était quel style de musique qu'il jouait? Il fait de la valse aussi, de la valse musette. Il y a de la valse musette, un peu comme celle qu'on vient jouer. La valse qu'on vient de jouer, la valse des Niglo, Gustimala, ça date des années 20, je pense, voilà. 20-30. Donc, il jouait déjà des valses, il accompagnait aussi des passo dobles ou des choses comme ça, la musique à danser. Et ses premiers enregistrements, on les retrouve, hein, c'est avec les accordéonistes. Hein. Donc, musette, on appelle ça. Voilà, musette avec. En fait, on n'est pas encore. Historiquement, ça vient d'où en fait? Est-ce que je pense que ça a des origines un peu italiennes ou je sais pas? Oui. Voilà. Au début, il y avait donc des bals musettes qui étaient tenus par des Auvergnats. Géographiquement, géographiquement à Paris, le quartier de la Bastille, il est près de deux gares de train importantes. Il y a la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon qui sont vraiment à proximité de la place de la Bastille. Les Auvergnats provinciaux arrivaient à Paris par la gare d'Austerlitz. Et donc ils avaient des commerces ils vendaient du charbon parce que les gens se chauffaient avec du charbon, hein. Ils avaient du bois, des poêles à bois ou des poêles à charbon. Ils vendaient de la charcuterie et ils avaient donc des boutiques dans tout ce quartier de la Bastille. Les immigrés italiens, eux, sont arrivés par la gare de Lyon, donc les premiers quartiers en sortant de la gare, on va dire, c'est bête, mais c'est comme ça, ils sont arrivés aussi dans le quartier de la Bastille. Et les Italiens, eux ont amené avec eux l'accordéon.
et la tradition de la musique italienne, des tarentelles ou des choses comme ça. Alors que dans les bals auvergnats, on avait de l'accordéon et de la cabrette. La cabrette étant une cornemuse auvergnate faite avec une peau de chèvre, d'où le mot cabrette. Et les Italiens sont arrivés et en fait l'histoire c'est que les accordéonistes italiens ont un peu détrôné les cabrettaires auvergnats et ce sont eux qui ont pris la place et qui ont fait une musique qui a tout de suite beaucoup plu au public. Et il y avait un nombre dans la rue de Lappe, qui est une toute petite rue très étroite, qui fait peut-être 150 mètres de long, 200 mètres de long. Il y avait un très grand nombre de bals et de dancing. Et souvent le bal, ça pouvait être simplement une petite salle. Et pour les musiciens, il ne pouvait y avoir qu'une petite estrade. Moi j'ai connu un bal qui fonctionnait sur ce principe au début des années 80. C'était le dernier qui restait. Et il n'y avait qu'un seul musicien, c'était un accordéoniste. Et pour s'accompagner, il avait à ses pieds une pédale Charleston et puis une grosse caisse, une pédale de grosse caisse. Et il faisait danser toute la nuit avec son accordéon. Et c'était des bals où on pouvait peut-être tenir à 20 ou 30 personnes, c'était des tout petits endroits. Mais il y en avait plein partout. D'accord. Et donc, dans ce style, qui étaient les musiciens les plus importants? Comme par exemple, la guitare manque, c'est Django, mais... Alors, oui, bien sûr, Gus Visor, mais il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je te renvoie et je vous renvoie à un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui retrace toute cette histoire-là. Ça s'appelle Les As du Musette. Ça a été écrit par Dominique Kravik, qui est guitariste, et Christian Van den Broek, qui est un Belge collectionneur de disques, passionné de toutes ces années-là. Et eux ont répertorié un grand nombre d'accordéonistes de la période années 20-40, la période hors du musette. Et c'est un très bel ouvrage. D'ailleurs, il y a une version anglaise de ce livre, et avec des illustrations de quelqu'un qui est quand même assez connu. C'est des illustrations de Robert Crumb, le dessinateur Robert Crumb. Donc dans ce bouquin, il y a toute l'histoire du musette des années 20-40. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les guitaristes aussi, c'est important de savoir, c'est que les manouches vivaient à la périphérie de Paris, juste autour de Paris. Il y avait une espèce de bidonville gigantesque qui s'appelait la Zone. Et sur cette zone vivaient des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, des chiffonniers, des gens qui faisaient de la récupération, qui revendaient qui vivaient un peu comme maintenant dans certaines villes du pays du tiers-monde. Et les manouches pouvaient installer leur roulotte sur cette zone. Et voilà, et Django quittait sa roulotte, allait dans les bals musettes, et puis il pouvait rentrer le soir, dormir voilà. Et tous ces gens se fréquentaient et ont créé cette musique complètement influencée par le jazz américain. Et voilà, et le mélange a bien pris, et ils ont créé une musique qui est... on vient la jouer ici aux États-Unis. Il y a des gens qui s'intéressent à ça au Japon. Oui. J'y suis allé, tu connais bien. Oui. Vraiment, c'est une musique qui est le symbole de Paris, quelque part. C'est un peu le blues ou le tango. Les Argentins ont le tango. Nous, on a le musette parisien, et le sous-musette aussi, et le jazz manouche. D'accord, mais écoute, je te remercie Jean-Claude, merci, un grand merci. Merci Denis. Voilà, there we go, the history of music, and if you want to check out his music, I'll post some links and everything. Thank you very much.